Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît. Salut Benoît. Salut Victor, très heureux d'être là. Alors, je te remercie Benoît. C'est un nom d'emprunt parce qu'effectivement, comme beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, de temps en temps, on a envie de rester anonyme parce qu'on parle d'argent, on parle de finances et potentiellement les personnes sont encore en poste. Donc, on est honnête sur ce sujet-là. Donc, en tout cas, on t'appellera Benoît pendant tout cet épisode. Aujourd'hui, tu as 36 ans, tu as un projet de liberté financière ou du moins d'indépendance financière pour l'été 2025. C'est-à-dire que tu vas partir habiter à Bali en famille. Pour préparer ça, tu as fait pas mal d'investissements immobiliers en colocation et des investissements immobiliers à l'étranger. On va donner tous les petits tips, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup d'investir à l'étranger? Est-ce que ça vaut le coup d'investir à Bali? Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir à Bali? Parce que tu vois, en ce moment, j'y suis et je me pose des questions, mais en fait, je réalise que ça construit partout. Donc, On y reviendra. est-ce que c'est encore bien? Voilà, on y reviendra. Et aussi, l'importance, quand on veut, se lancer dans FIRE, de bien gagner sa vie et potentiellement l'international, ça peut être bien. On va aborder tous ces sujets ensemble. Je te laisse te présenter en 3 lignes et après on commencera par ton passé. Ouais, je te remercie, super content d'être là et de pouvoir échanger avec toi et je suis ta communauté depuis évidemment un petit moment donc très heureux d'être là. Moi, j'ai 36 ans, j'ai effectivement le projet, à on va dire mi-2025 de partir en famille, à Bali. Si tu le verras, c'est un projet qui est mûrement réfléchi. J'y travaille depuis de nombreuses années. On va dire que depuis, 2017, j'ai investi sur différents leviers pour m'offrir une liberté financière. Le mot retraite, c'est un bien grand mot. Je compte rester actif et m'éclater sur plein de projets, mais en tout cas avoir la liberté de faire les projets qui m'excitent et qui m'animent. Donc c'est complètement l'idée. Effectivement, on parle un petit peu d'international parce que je considère que c'est un super accélérateur de carrière quand tu es jeune et que tu as envie de rapidement constituer un capital et de pouvoir faire des projets, intéressants. Donc on reviendra sur ces sujets-là. Moi, je suis originaire de Grenoble. Voilà, donc je te laisse, Et du coup, on commence très bien. Tu es originaire de Grenoble. Qu'est-ce que faisaient tes parents? Est-ce ils t'avaient montré comment investir? Est-ce que tu avais déjà des moyens conséquents ou comment c'était ton Non, enfance? alors moi je viens d'une famille, française assez classique, je dirais. Je pense que comme dans pas mal de monde dans ta communauté, classe moyenne, père, artisan, à son compte dans le bâtiment, mère fonctionnaire, peu d'éducation financière. Je pense que c'est un des marqueurs aussi de pas mal de personnes dans ta communauté et donc eux-mêmes, bah, voilà, souhaitent prendre un petit peu des chemins, différents et avoir cette culture financière qui leur permet d'avoir, beaucoup plus tôt une liberté financière intéressante. Donc voilà, famille, classique, enfance très heureuse. J'ai 2 sœurs qui sont un petit peu plus âgées que moi, donc finalement, je suis un petit peu le dernier de la famille. Voilà, stabilité familiale, vie finalement, enfance relativement classique mais heureuse. Est-ce qu'à l'école, tu plutôt bon élève ou est-ce que enfin, tu juges comment ton enfance scolairement, sur les résultats que tu avais? Ouais, alors ça a été, moi j'ai un petit peu subi, on va dire l'école, jusqu'au lycée. Je prenais pas vraiment de plaisir, j'étais toujours un petit peu dans le dernier wagon, alors sans que ça soit non plus catastrophique. J'avais pas de problème de comportement, voilà, mais j'étais plutôt dans le dernier wagon. Je subissais un petit peu les années scolaires. D'ailleurs, j'ai redoublé ma quatrième. Et puis en fait, j'ai eu un déclic à partir du lycée. J'ai trouvé ça tout de suite beaucoup plus intéressant. Je me suis spécialisé sur quelque chose d'un petit peu plus précis. J'ai fait un bac STI, microélectronique. On était sur des choses un petit peu plus pragmatiques et je pense que j'avais besoin d'un peu moins de choses conceptuelles et un petit peu plus de pragmatisme et voilà, j'ai commencé à prendre plus de plaisir à partir du lycée. Ça m'a aussi donné envie de faire des études et finalement, j'ai fait un BTS, j'ai fait une licence et un master. Donc ça m'a donné envie, étape par étape, de poursuivre mes études et évidemment, ça m'a ouvert des portes, plus tard pour partir à l'international dans un grand groupe. Mais, voilà, donc scolarité, on va dire un petit peu difficile, un petit peu pénible jusqu'au lycée et beaucoup plus sympathique ensuite. C'était quoi ta personnalité quand tu étais, est-ce que tu as la même personnalité que quand tu étais, adolescent? Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un de timide, plutôt quelqu'un qui était très dans l'action? Tu as quel regard sur toi adolescent et est-ce que ça a changé? Ouais, alors j'ai toujours été relativement introverti, on va dire, même si effectivement avec l'expérience et au fil du temps, bah, tu t'évolues aussi. Donc je suis plutôt resté fidèle à ça.
Après, j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique dans l'action, clairement, bah, voilà, on y reviendra, je pense, mais tu vois, très jeune, je faisais partie de ceux qui vendaient le muguet le 1er mai, qui allaient faire les brocantes, pour essayer de dégager un petit peu de cash, très jeune aussi. Voilà, la brocante du village, aller essayer de trader un petit peu ce qu'on avait à la maison. Donc voilà, j'ai toujours eu un petit peu ce tempérament-là et voilà, ça m'a toujours animé, ça me continue à me suivre aujourd'hui. Donc plutôt dans l'action, plutôt pragmatique, mais globalement plutôt introverti, socialement, on va dire. Est-ce que tes études, le fait de alors je sais pas si tes sœurs, elles étaient, tu vois, de comme dans mon cas, exceptionnelles et cetera en études ou, est-ce que tu t'es mal senti de voir de devoir te spécialiser ou en fait tu t'es dit: «Non, bah, voilà, il y a un truc, ça a l'air de m'intéresser, j'y vais». Tu avais pas de jugement sur toi, tu avais pas un besoin d'ego, tu vois, de prouver que tu pouvais, dégommer les études? Ouais, en fait, non, mes sœurs, pas spécialement, hyper successful. Après, c'est vrai que j'ai grandi aussi dans une banlieue relativement aisée. Moi qui venais d'une classe plutôt classe moyenne classique et j'avais autour de moi un environnement qui était pas élitiste, mais quand même des familles qui poussaient leurs enfants à, on va dire, au résultat et en fait, j'ai fait mon lycée dans une zone qui était pas forcément voilà, qui était plutôt une zone sensible d'ailleurs, où en fait, voilà, j'ai retrouvé aussi des gens beaucoup plus simples et puis, quelque chose qui me correspondait mieux peut-être aussi. Donc c'est ça aussi peut-être le déclic que j'ai eu, c'est, j'étais dans un environnement qui n'était pas forcément le mien en fait, très jeune. Alors j'avais plein de potes, attention, hein, mais voilà, j'ai le fait de basculer dans quelque chose de plus simple, m'a aussi peut-être, permis de, bah, voilà, de m'épanouir et de me développer différemment. C'est à quel moment que tu as eu ce déclic, sur la liberté financière? C'était très jeune ou c'était, à un moment, tu t'es dit bon, tu as commencé peut-être à travailler, c'est plus tard que tu t'es dit: «Bon, ce serait quand même bien que je fasse des invests et pourquoi pas en vivre»? À quel moment tu as eu ce déclic-là? Alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs marqueurs. On n'a pas connu moi, j'ai pas connu de problème d'argent majeur quand j'étais jeune, au niveau de mes parents. Cela dit, mon père a quand même, comme je te l'ai dit, il était artisan à son compte et donc il était sous-traitant de d'autres entreprises et il a travaillé pendant 1 an et demi sans se faire payer et à la fin, la société qui lui sous-traitait des marchés a déposé le bilan. Donc en gros, il a travaillé 1 an et demi pour rien et financièrement, pour lui, ça a été très difficile. Ça c'est pas forcément, il a tout fait pour pas que ça rejaillisse sur le quotidien de la famille. Mais je me suis déjà dit, voilà, je vois qu'il est dans la difficulté, qu'il dort pas, que c'est dur pour lui. C'est pas forcément le genre de situation que tu as envie de connaître, plus tard. Donc je pense que indirectement, sans en avoir trop souffert, ça a été un premier marqueur. Et puis après, ben, moi, je suis parti, travailler en fait à l'international à 21 ans, dans des modèles, très différents de la France, aux États-Unis, puis après en Asie. J'étais en Chine, mais j'ai surtout été à Hong Kong et c'est des modèles en fait où, ben, au bout d'un moment, tu gagnes très bien ta vie, on y reviendra peut-être ensuite, mais tu pas forcément de plan de retraite, très établi. Donc c'est à toi bah, de mettre en place les choses nécessaires pour en fait être un petit peu plus tranquille plus tard. Donc le déclic, il est surtout venu de là au départ. Il est de se dire: «Bah, voilà, je suis jeune cadre, je gagne plutôt bien ma vie. Qu'est-ce que je mets en place pour pas me retrouver dans la panade d'ici 20 ou 30 ans?» Donc c'était même pas une logique de 35 ou 40 ans, c'était plutôt une logique très long terme et c'est en ça que j'ai commencé à investir en 2017. C'était de me voilà, surtout de préparer quelque chose de très long terme à l'origine et pas forcément, de court-termiste. Quand tu es parti, tu as pas forcément fait des études où, on parle anglais? Tu as peut-être des facilités avec les langues parce que tu as 21 ans et tu te retrouves aller aux États-Unis, sûrement dans un domaine technique. Ouais. Indirectement, tu vois, alors moi, je parlais un peu anglais, mais ça m'est arrivé sur les maths. Je me suis retrouvé à devenir, prof de maths, assez sophistiqué en anglais. Alors, bon, tu me diras les maths, tu as pas grand-chose bah, c'est comme quand tu es ingénieur. En vrai, tu sais, ton vocabulaire est assez limité normalement, mais bon, quand même, tu vois, enfin, faut y aller, faut avancer. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé d'ailleurs à partir aux États-Unis et comment ça s'est passé? En fait, là aussi, c'était bien joué à ce moment-là. En fait, donc je te l'ai dit, j'ai fait un BTS. Donc, bah, quand tu finis ton BTS, tu as 2 options si tu veux faire une école de commerce, parce qu'après je suis parti en école de commerce. Soit tu passes les concours, qui sont relativement durs, les concours passerelles, je ne sais plus comment ils s'appellent aujourd'hui, ça a peut-être changé de nom, mais tous ces concours qui te permettent de rentrer dans les grandes écoles qui sont, relativement difficiles. Il y a beaucoup de candidats pour finalement assez peu de places et en plus je suis pas du tout concours. Ouais, c'est des choses qui me conviennent pas trop. Soit effectivement et c'était un petit peu l'angle d'attaque, tu te dis, bah, en fait toutes ces bonnes écoles de commerce françaises, elles ont des campus à l'étranger et elles ont des masters qui recrutent sur dossier. Et donc en fait, l'idée, c'était de me dire, bon, bah, j'ai un niveau d'anglais comme tu le soupçonnais, qui était très mauvais. Et donc l'idée, c'était en fait, à la fin de mon BTS et en fait, à la fin de ma licence, pour être plus précis, de se dire: «Je pars 1 an aux États-Unis, je vends ça un peu comme une année de césure, mais très concrètement, c'est un stage d'1 an, classique et je me bétonne en anglais
et ça me permet ensuite d'être beaucoup plus crédible, pour intégrer une école, donc je suis parti à Singapour pour le coup pour mon master et donc d'être, reçu à Singapour sur un campus d'une école de commerce française, mais du coup accepté, dans un master, hyper bien, avec une très bonne réputation, mais du coup sur dossier. Et comme je te l'ai dit, depuis le lycée, ça allait beaucoup mieux. J'avais plutôt des bons résultats, bon bac, bon BTS, très bon dossier, bonne licence. Et donc, avec l'année en plus aux États-Unis par-dessus, dossier assez crédible pour intégrer en fait un master à Singapour, donc sans passer par la case concours. Donc c'était un petit peu le projet de départ, mais évidemment, les premiers mois aux US ont été compliqués. Après, tu le sais, enfin, je pense qu'on est tous passés par là. Finalement, tu galères les premiers jours et puis avec 200-300 mots, que tu maîtrises bien, tu commences à Ouais. rentrer dans le truc et finalement au travail, voilà, très, très vite, tu rentres dans le truc et pour le coup, j'étais dans une boîte, française, mais où il y avait que des Américains localement, donc de toute façon, j'ai pas eu le choix que de m'y mettre. Tu as commencé à travailler où du coup? Donc là, tu es à Singapour, tu finis tes études. Ouais. Tu es dans un domaine, donc tu as fait école de commerce, tu allé dans tu commences à travailler où? Et tu étais dans un domaine plutôt commercial ou tu es resté un peu ingénieur Alors, ou sur des choses? ouais, aux États-Unis, je suis rentré dans cette boîte-là, en tant que stagiaire, en tant que chef de projet junior pour faire simple et donc alors effectivement, donc je pars ensuite à Singapour, je finis mon master là-bas. Je recontacte cette boîte et cette boîte, en fait, me dit: «Nous, on a des postes en Asie. Si tu souhaites faire un VIE, bah, ça peut être une option» et donc je décide de partir en VIE à Pékin, en Chine et de faire 2 ans en Chine. En fait, je me plaisais beaucoup en Asie déjà à l'époque. L'année à Singapour, c'était super, hein. 1 année et demie à Singapour, c'était super bien passé, et donc voilà, c'était, là, en plus, c'était en 2011, donc la Chine, était à fond, c'était l'endroit qui cartonnait, à ce moment-là et donc la boîte me propose un VIE à Pékin, donc voilà, je rentre là-dedans, toujours sur des fonctions de transfo digital, chef de projet, plutôt à vocation interne dans la boîte. Donc voilà, plutôt profil chef de projet, mais pas vraiment dans la technique, plutôt dans la conduite du changement, cadrer des gros programmes de transfo, ce genre de choses, quoi. Super. Une fois que tu as fait ça, tu as du coup travaillé. Je pense que quand tu es en VIE, alors c'est pas le sujet du podcast, mais bon, tu as une vie un peu particulière, surtout à Pékin à l'époque, parce qu'il ne devait pas y avoir tant de Français que ça finalement. Tu as eu Ouais. vraiment un boom économique. Hem, à quel moment du coup donc si tu as commencé en 2017 tes investissements, c'est que tu étais rentré en France, c'est ça? Donc tu as fait ta carrière internationale? Oh, Heu, non? mmh, Ah oui? non, non, donc après mon VIE, VIE c'est 2 ans. La boîte me dit: «On a besoin de toi sur Hong Kong, est-ce que ça t'intéresse?» 2 ans en Chine, c'était top et en fait, moi qui voyage un petit peu aussi, même d'un point de vue régional, c'est vrai que pour voyager depuis la Chine, c'est compliqué. Mine de rien, dans les aéroports, enfin les avions sont souvent en retard, il y a pas mal de choses qui font que c'est pas hyper fluide, pas super efficace, on va dire, en entrée et en sortie et surtout Pékin, il y avait des périodes où c'était quand même très pollué et j'ai adoré mes 2 ans à Pékin, mais j'avais envie, de quelque chose d'un peu plus international aussi. Et donc la boîte me dit: «On a éventuellement des choses à Hong Kong, est-ce que ça t'intéresse?» Et donc c'est là que je pars à Hong Kong, j'y suis resté 5 ans, toujours dans le même type de fonction et c'est là surtout que j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie parce qu'en fait en VIE, ton salaire il suit une grille. Alors bien que tu sois, Mmh. dans de très bonnes conditions par rapport à un salaire local à l'époque, voilà, tu es à 2 500 € et tu as une allowance logement en plus, donc c'est super quand tu as 21-22-23 ans. Mais voilà, pas de quoi non plus, mettre, énormément de côté tous les mois et donc c'est en partant à Hong Kong, que j'ai vraiment commencé à bien gagner ma vie. J'y suis resté 5 ans et c'est dans ce genre de ville en fait au même titre qu'un Boston, un Dubaï, un Singapour, forcément le niveau de salaire est pas du tout le même qu'on peut connaître dans d'autres pays et c'est là où tu fais un vrai booster, tu as un vrai boost, salarial. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à mettre de côté dans un premier temps et aussi à me dire que, bah, ça serait cool de commencer avec cet argent, à en faire quelque chose. Parce que voilà, j'avais des actions gratuites de ma société, qui tombaient donc j'avais déjà des choses indirectement sur lesquelles je pouvais capitaliser, mais j'avais rien d'autre donc c'est là que j'ai décidé de commencer à investir. Donc j'étais encore à l'étranger quand j'ai commencé à investir en France et à ce moment-là, ça f donc 1re colocation, étudiante à Grenoble d'où je suis originaire, donc je connais la ville, je sais que c'est une ville étudiante, je connais les quartiers, donc voilà, je fais un premier investissement à dis je viens une semaine à Grenoble, je visite, je sais pas, une trentaine d'appartements, j'en choisis un, je fais une offre, ça tombe, et c'est en ça que j'ai commencé à démarrer. Si tu es OK, tu gagnais, combien à ce moment-là? Quand tu disais que c'était un salaire plus conséquent, tu étais à combien, par mois? Bah, à Hong Kong, voilà, quand tu es jeune cadre, tu commences à tout jouer la vie. Le coût de la vie, évidemment, beaucoup plus élevé qu'ailleurs, mais tu es très vite sur du 7-8-9 10 000 € par mois.
Donc tu étais entre 7 et 10 000 € par mois. Là-dessus, tu arrivais à épargner combien? Est-ce que c'était dur d'épargner? Parce que je me rends pas compte à quel point ça coûte cher le logement et tout. Ah, le logement, après tu à ce moment-là, j'étais tout seul, donc tu prends un petit logement, tu en as pour, 1 800, 1000 entre 1 500 et 2 000 €, on va dire, pour avoir un petit logement, bien placé à Hong Kong. Après oui, c'est sûr que tout dépend du style de vie que tu as, le verre à 15 balles, le moins de resto, c'est 40 balles, donc c'est sûr que si tu fais beaucoup la fête, que tu sors beaucoup et quand tu es jeune, il y a pas mal de jeunes cadres qui partent là-dedans, ça peut te coûter très cher. Mais moi, j'ai toujours eu une vie assez équilibrée. En fait, je sortais, je me faisais plaisir avec mes potes, mais plutôt de façon ponctuelle que de façon, hebdomadaire, quoi, tu vois? Donc finalement, ouais, j'arrivais à économiser, je pense, sur les 8 000 – 9 000 € que je gagnais, je pense, économiser 3 000 – 4 000 € par mois, ce qui est pas mal. Ce qui est Donc pas tu mal. étais, ouais, tu étais à du plus de 30 40 d'épargne, quoi. Ouais. OK, tu épargnes, d'un point de vue fiscalité, du coup, tu étais fiscalisé à Hong Kong. En fait, tu es plus lié avec la France, donc tu étais à Hong Kong, tu déclarais tout toi-même. Tout à fait. Du coup, tu te dis: «OK, pourquoi une coloc déjà? Pourquoi tu t'es dit que tu allais faire une coloc?» Ah, j'avais des bon, j'ai tout de suite compris que, alors à Grenoble, l'avantage que tu as, mais je pense que c'est le cas dans d'autres villes, on va dire de taille moyenne en France, notamment des villes étudiantes, c'est que, bah, tu as un prix de l'immobilier qui est pas énorme. C'est-à-dire en 2017, tu pouvais trouver un appartement on y reviendra, mais entre 100 et 130 000 €. Alors quand je dis un appartement, c'est 70 m², 75 m², quelque chose ce que je ciblais, c'est 3 chambres, parce que c'est là où en fait, en louant la chambre, bah, forcément, j'ai tout de suite compris que tu avais un «premium» entre guillemets sur la renta. Et une ville comme Grenoble s'y prêtait bien parce que tu as un pool d'étudiants énorme. Et donc voilà, j'ai tout de suite compris que la coloc était un bon levier pour démarrer, parce que la barrière à l'entrée est pas énorme, c'est pas hyper complexe à mettre en place. Et bah, ça dégage tout de suite une rentabilité, plutôt que de partir dans de la division d'appartements ou des choses beaucoup plus complexes. Finalement, la coloc, tu prends un appartement classique, bon, tu casses 3 cloisons, tu le réaménages un peu et tout de suite, tu peux avoir un levier sur la renta. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Du coup, là, tu t'es dit, premier appartement, tu m'avais donné un peu tes chiffres, donc c'est 100 000 € pour l'acquisition, 20 000 € de travaux et tu as 3 chambres à 360 € par mois, je pense hors charge, c'est ça? Ouais, Ou tout peut-être à fait. ouais. Chargé. Et heu, là, quand tu te lances, du coup, tu es étranger, enfin, tu es étranger, tu es français, mais tu es plus domicilié en France. Comment tu as fait pour le financement? Est-ce que tu as dû payer, tu as appelé ta oui, tu devais toujours avoir ta banque, mais En tant que non-résident, effectivement, ils m'ont demandé de nantir en fait, de mémoire, c'était 20 ou 25 000 € sur une assurance vie ou sur un contrat de capi, je ne sais plus exactement ce que c'était à l'époque. Et oui, ils m'ont demandé de nantir un montant particulier. Après, j'avais quand même une bonne situation et je bossais pour un groupe français. Donc voilà, et j'étais pas complètement étranger, mais oui, d'un point de vue revenu, et j'étais non résident fiscal, donc ils avaient aucun moyen, aucun levier sur mes «salaires» entre guillemets. Puis bon, à Hong Kong, tu peux te faire licencier du jour au lendemain. Donc voilà, donc ils m'ont demandé de mentir effectivement un petit montant, sur un certain nombre d'années, sur l'un de leurs produits financiers. Et ils m'ont financé à 100 l'acquisition du bien. Et comme je l'ai fait sur les autres opérations, on y reviendra, mais j'ai toujours financé les travaux, entre guillemets, «moi-même». Donc j'ai toujours emprunté à 100 sur les biens. Que je bah, sur 20 ans généralement, 25 ans quand j'ai pu le faire. Et j'ai financé les travaux de ma poche. Les projets, ils sont tous un peu les mêmes, hein, donc j'ai fait 4 colocations qui se sont enchaînées, parce que la première a bien marché. Et j'ai toujours ciblé des biens autour de 100 000 €, donc entre 92 et 110 de mémoire les 4. Et j'ai toujours eu à peu près la même enveloppe de travaux. Ça a bien marché avec mon premier artisan. On avait toujours à peu près le même profil d'appartement. Donc bah, en fait, on a fait du copier-coller, quasiment dans différents endroits de la ville, mais toujours le même type de bien. C'est-à-dire pas de l'hypercentre, pas de la rue piétonne un petit peu cher, mais juste les grands boulevards, juste en périphérie. Typiquement, c'était des appartements qui étaient affichés à 125 000 – 130 000 €. Et en fait, je ciblais toujours comme beaucoup, les appartements à rénover. Donc c'était souvent des personnes âgées qui étaient soit parties en maison de retraite, soit décédées. Donc c'était souvent des successions. Bah, l'appartement affiché 130 000, pas mal de travaux. Tu fais une offre à 108, tu expliques que tu as envie d'aller vite. Et généralement, les enfants qui sont en charge du dossier, ben, se disent: «Voilà, le gars est sérieux, il veut aller vite. On a une offre sur la table, 3 enfants, 10 ou 15 000 € de réduction, finalement, c'est pas énorme, on y va, quoi». Donc j'ai toujours ciblé à peu près le même type de bien sur ces colocs-là, 60-75 mètres, 70 m², 75 m², 3-4 chambres. Et toujours dans la même fourchette à la fois de prix et de travaux, quoi.
Par exemple, ton 1er appart, il se rapporte combien, tous les mois en cash flow? Tu l'as si tu veux Ouais, ouais. ouais, bah, si tu veux en perspective les 3 chambres à 360, j'ai quoi? Je dois avoir 450, entre 450 et 500 € de prêt, bon, une petite assurance de prêt par-dessus. Je pense que par appartement en cash flow, je suis à 300, 400, ouais, je dirais 300 ou 400 € par mois. Ouais, en fait, tu arrives à respecter la règle, malgré le fait que tu c'est marrant parce que les biens que tu fais, c'est des 3 chambres. Moi, c'est les types de biens que je fais pas moi, je fais plutôt celui que tu as fait avec 4 chambres. Donc tu en as 3 à 3 chambres, tu en as un à 4 chambres et moi, je suis plutôt le 4 chambres, parce que généralement, c'est là où, tu as enfin, Tu m'apportes le c'est plus. quasi ouais, c'est ça, parce que tu as pile une pièce, en gros, c'est quasiment les mêmes mètres carrés, mais tu juste, tu arrives à mettre une chambre en plus. Du coup, tu respectes en fait les ratios que moi j'ai aussi sur mes colocs, c'est-à-dire, d'avoir une chambre qui fait ton cash flow. Donc ça, quand vous arrivez à faire ça et que vous prenez en compte du coup, la totalité, des coûts de votre investissement, en termes d'emprunt, même si vous faites de l'apport comme toi ou que vous payez en direct, des travaux, ça revient à faire de l'apport. Donc avoir une chambre, en cash flow. OK, donc là, tu as 4 apparts Ouais. qui aujourd'hui, tu les as achetés comment? Tu les as achetés en direct ou tu les as achetés en SCI direct? Ouais, alors évidemment, je pense comme beaucoup, on commence en nom propre. Alors la petite histoire pour que ça soit, fluide. Donc premier appart, ça marche plutôt bien et à ce moment-là, je me marie, j'ai une petite fille, en 2018 et la boîte me dit: «Écoute, on a une opportunité en France, est-ce que ça t'intéresse?» Alors je t'avoue que moi, j'avais pas forcément prévu de rentrer, et donc finalement, je me dis: «Écoute, il y a une belle opportunité pro, tu as un bébé dans les bras». Hong Kong, c'est quand même très vertical, très dense, bon voilà, il y a des endroits pour s'échapper, il y a des îles, on pourrait en parler pendant des heures. C'est pas que la densité urbaine, mais c'est quand même, une vie qui est assez verticale, on va dire et donc je me dis: «Bah, écoute, opportunité sympathique, on vient 3 ans en France, on fait une rotation sur un job et puis on repart après». C'était ça l'idée de départ et ça plaisait plutôt bien à ma femme, qui est hongkongaise, de se dire: «Bon, on va faire une expérience en France», perso, ça collait. Et je me dis, en plus, je vais en profiter. Là, pour le coup, beaucoup moins de contraintes. Je me dis que je vais faire du levier bancaire, avec mon contrat de cadre, en France et donc que je vais venir, multiplier les opérations. Donc en fait, c'est en ça que je suis passé de un appartement à 5, en fait 4 colocs, mais j'ai également un 5e appartement que je loue en meublé, à un couple, avec un enfant plus classique et donc je me dis: «Je viens en France pour multiplier les opérations et faire de l'effet de levier avec mon salaire français». Donc on rentre en 2018 et 2018, 2019, 2020, voilà, je continue les opérations jusqu'au 5e appartement. Donc c'est ça en fait l'histoire, c'est j'ai vu qu'il y avait une complexité à lever de la dette, depuis l'étranger, donc je me dis: «Il y a un coup à faire en venant quelques années en France pour blinder un petit peu le patrimoine français». Ça, c'est top. Pourquoi tu en as pas fait, 2 fois plus? Pourquoi tu en as pas fait 10? Alors, à bout d'un moment, alors j'y ai pensé, puis au bout d'un moment, alors moi, il faut savoir que c'est des colocs que je gère moi-même. J'ai décidé de les gérer seul, de pas mettre d'agence. J'y reviendrai peut-être, dans le temps, mais aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est pour moi une agence, c'est un petit peu la double peine. C'est-à-dire que tu as les frais d'agence, mais tu as aussi la vacance locative qui vient avec. C'est-à-dire que toi, en tant que proprio, gérant, tu vas vouloir que celui qui arrive, ça colle avec celui qui parte. Donc tu vas réduire au maximum on va dire la carence locative. Alors ton agence, elle va peut-être laisser un peu traîner le dossier, quelques semaines, donc c'est un petit peu la double peine. Tu as les frais d'entrée de locataire, les frais de gestion locative et en plus la carence, qui vient avec. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, à un moment donné, je me suis dit: «J'ai 15 locataires, j'arrive très bien à le gérer moi». Mais voilà, déjà est-ce qu'on mise tout sur ce modèle-là? Parce que déjà à l'époque, on parlait d'encadrement des loyers, on parlait de certaines choses et tu te dis: «OK, à un moment donné, est-ce que le modèle, voilà?» Et puis tu te dis: à un moment donné, va falloir se diversifier un peu. Je pourrais faire 20 colocs, ça serait sans doute très rentable, mais peut-être un peu risqué de tout miser sur ce modèle-là, quoi. Mmh. Là, à quel moment tu as stressé quand tu as fait tes colocs? À quel moment tu t'es dit: «Merde, putain, je suis en train de faire une merde dans ma vie, je ne devrais pas faire ça», Non, j'ai pas vraiment stressé, ça a toujours bien marché. Alors je touche du bois, j'ai jamais eu d'impayé depuis 2017, j'ai 15 locataires, ça se passe très bien, j'ai quasiment pas eu de problématiques, donc j'ai pas vraiment stressé, mais je me suis dit: «Vision moyen long terme, voilà, est-ce qu'on mise tout là-dessus ou est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de faire un petit peu autre chose?» Et puis aussi à titre personnel, tu as envie que tes projets évoluent, tu as envie de faire des choses un petit peu différentes aussi à un moment donné. Je pense que c'est la vie d'investisseur qui veut ça et donc tu pas envie, de faire tout le temps la même chose non plus. Voilà, donc j'ai eu envie de faire un petit peu des choses un petit peu différentes.
Là, je me mets à la place de ta femme. Ta femme, elle avait elle est carriériste, elle a une activité parce que, tu vois, quand tu décides de changer de pays, bon, quand même, tu vois, bon, tu as l'enfant, ça aide généralement parce que, tu as un Ouais, des 2 qui se dit: «Bon allez, je vais prendre le temps de m'occuper de l'enfant et y aller». Mais bon, si ta femme est carriériste, de bouger d'un pays, ça peut sauf si elle parle français et qu'elle est capable de continuer, tu vois? ouais, alors justement, d'où le projet, futur, mais effectivement, ma femme a décidé d'arrêter de travailler. Elle travaillait à Hong Kong, heu, dans quand avant qu'on parte en France. Elle a décidé effectivement, avec un bébé en bas âge, de passer du temps avec sa fille. Elle a adoré ces années-là et effectivement, elle a jamais retravaillé en France, donc bah, les années passent, la petite grandit, ça peut devenir un problème bah, pour elle et puis, dans le couple à un moment donné parce que, bah, le marché de l'emploi français, il est pas simple. Il faut beaucoup de persévérance quand tu es étranger et donc voilà, elle a jamais retrouvé un emploi en France. Elle a pas forcément non plus beaucoup cherché parce qu'on n'avait pas le besoin et elle a privilégié de passer du temps avec sa fille. Mais par rapport à ça, elle est plutôt, bah, elle a vu que ce que je faisais était plutôt efficace, donc j'ai plutôt carte blanche, on va dire, sur les investissements et c'est plutôt moi qui cible les opportunités et qui est en charge du truc, quoi. Elle est plutôt passive, on va dire, là-dessus. Vous êtes mariés comment? Vous êtes en séparation de biens ou pas? Non, non, on est sous le régime de la communauté. En même temps Est-ce que c ouais. ouais, alors, en même temps, quand j'ai commencé, enfin, j'avais le discours, c'est de dire: «J'avais rien», en fait, et en même temps, tout le cash flow ou toutes les économies que j'investissais, c'était aussi, bah, son style de vie à elle qui permettait de le dégager, donc le Mmh. postulat de départ, c'était de se dire: «Bah, en fait, on achète à 2 et en fait, on a démarré à 2 quoi». Donc c'était pas illogique de de ne pas la priver, entre guillemets, indirectement des fruits de ses économies. Bon, vu que Benoît, on ne sait pas, qui tu es et personne ne le saura, est-ce que vous avez failli vous séparer et là, tu t'es posé des questions? Non, non, il y a pas eu ce type de problème. Non, mais c'est bien parce que quand tu vois, c'est vraiment anonyme, tu peux rentrer dans des détails. Est-ce que, alors gros, stéréotype, mais est-ce que c'est une tiger, mom? Est-ce que c'est tu vois, il y a alors la défini pour ceux qui ne savent pas, c'est, toute la tendance un peu, mère asiatique, un peu comme, mère américaine. C'est repris par des mères américaines maintenant, qui vont, mettre une très grosse pression sur leurs enfants. Parce que, en Asie, en gros, Corée, tout ça, il faut vraiment réussir. Donc, la mère va emmener l'enfant à 4 heures du matin, faire de la natation, l'emmène en cours, puis après l'emmène, voilà. Est-ce qu'elle est dans ce style-là ou, ça ressemble à quoi? Parce que je connais pas du tout, tu vois? Culturellement, ça ressemble à quoi? Ouais, ouais, non, t'as des parents comme ça? Non, pas du tout. Moi, ma femme, il y a une famille plutôt modeste. Elle a pas, en fait, elle voit aussi les avantages de la culture occidentale là-dessus, notamment sur l'éducation et en fait, bon, évidemment, on souhaite que notre enfant, soit, plutôt successful, mais voilà, il y a aucune pression, particulière sur l'éducation, voilà. Il y a pas il y a Là-dessus, elle est plutôt très cool et elle tire on va dire plutôt les avantages du système occidental que du système, asiatique, hongkongais, coréen, ce que tu veux, qui est très compétitif, quoi. Les gamins, pour rentrer en maternelle, ils passent des interviews, enfin, c'est un truc de dingue, hein. Donc là, non, non, pas du tout orienté, pression sur la petite, plutôt très libre et tant que sa fille est épanouie, et heureuse, c'est l'essentiel, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Là, j'avais donné des cours, à l'ESCP ou même je sais pas si je peux passer à l'ESSEC et tout et il y a pas mal en gros, dans les masters, maintenant, il y a beaucoup enfin, ça représente un peu la population globale donc finalement, il y a pas mal de personnes asiatiques qui viennent et quand je discutais avec eux, donc c'est des personnes qui étaient, donc dans les meilleurs chez eux, déjà pour pouvoir venir, en France et ils ont Mmh. souvent des subventions. Par contre derrière, ils me disaient: «Écoute Victor, moi je suis venu ici parce que j'étais en burn-out en Asie, j'étais en burn-out à Pékin, j'étais top, je sais pas quoi et en fait j'en peux plus, j'en peux plus. Je veux venir dans un pays où, ça va mieux. Genre, je peux aller prendre mon café, je vois des gens en terrasse, je suis pas, omnibulé par, devenir, la meilleure», tu vois? Enfin je sais pas comment toi tu le vois, mais en tout cas moi j'en ai beaucoup comme ça. Bah, c'est ça et la vie alors c'est attention, c'est aussi pour ça, hein, tu pas d'endroit, je pense, parfait et tu as le succès économique ou entre guillemets, les opportunités professionnelles et les rémunérations qui vont avec, mais aussi dans des environnements qui peuvent être, beaucoup plus énergivores et beaucoup plus, stressants. Donc voilà, non, non et c'est aussi pour ça que, la question pourrait se poser. OK, potentiellement mon épouse veut effectivement à un moment donné repartir en Asie. Pourquoi ne pas rentrer à Hong Kong finalement? Pourquoi parler de Bali? Et on y reviendra plus tard dans la discussion, mais ça fait aussi partie, de la discussion qu'on a ensemble, de se dire: «Est-ce qu'on a vraiment envie de retourner dans un endroit hyper urbain, hyper dense, hyper vertical, hyper stressant? Ou est-ce qu'on a envie d'un style de vie un petit peu différent?» et finalement de tirer le meilleur de l'Asie, mais dans un environnement qui reste un environnement, plutôt sympathique, quoi. Donc ça fait aussi partie du projet.
Vous parlez en anglais, je présume? Ouais, Elle parle pas français? tout à fait. Elle a appris français, elle a pris pas mal de cours à droite à gauche, mais voilà, on parle anglais à la maison, tout à fait. Culturellement, j'ai retenu un truc qui était assez intéressant en regardant un peu l'IA, tu vois? Mmh. Déjà nous quand on va parler, déjà quand on va parler, c'est assez, compliqué de traduire, les émotions et nos pensées finalement en paroles. Du coup après quand on s'exprime dans une autre langue, généralement en plus on rajoute une couche où, on manque potentiellement de vocabulaire et il y a même pas les mots qui existent pour pouvoir dire ce qu'on veut. Donc, Ouais, moi je l'ai, aujourd'hui avec, ma copine qui est russe, on parle anglais, et ben même là il y a des en fait on peut il y a même des mots plus où on a le seum. incompréhensible. Ouais. Donc alors culturellement déjà c'est très différent. On a une façon de voir, même ce qu'on va faire, position de l'homme, de la femme, comment ça avance, enfin même, qu'est-ce que c'est la galanterie ou tout ça en fait c'est vraiment très, très différent. Les codes de comportement de société, et cetera. Tout à fait, ouais. Tu as réglé ces problématiques-là? Après, c'est un équilibre. Tu as la beauté on va dire, de la multiculturalité, de tout ce que ça peut t'apporter, la richesse, et l'ouverture d'esprit que ça peut t'apporter d'un côté et effectivement, en contrepartie, bah, il y a parfois des incompréhensions. Il y a, tu vois, la relation aux parents, il y a la relation à la famille, la relation aux enfants, c'est comme tu le mentionnais tout à l'heure. Donc il y a culturellement des choses aussi très différentes. Après, moi, j'ai la chance que ça se passe très bien avec ma femme et il y a des moments de plus d'incompréhension mais bon, au fil des années, on arrive à voilà, ça se gère, voilà. Mais clairement, tu gagnes énormément d'un côté sur plein d'aspects et sur ces aspects-là, par rapport à quelqu'un qui vient du même pays que toi, de la même culture que toi, bah, forcément, tu as des choses qui sont un peu moins fluides et un peu moins claires par moment. Ah, ça demande de s'adapter constamment et après voilà, moi je considère que je gagne tellement sur le reste que finalement c'est pas bon, il faut le gérer, mais c'est pas dramatique d'avoir quelques moments un peu moins fluides, on va dire, voilà. Là tu fais du coup tes 4 colocs plus un appartement supplémentaire, Oui. et qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut investir à l'étranger? Parce que là OK, tu as fait ça, potentiellement tu aurais pu, rester là-dedans. OK, donc c'est à ce moment-là que tu te dis, ou c'est peut-être en parallèle que tu te dis: «Tiens je vais faire un investissement à l'étranger». Qu'est-ce que tu dis? Bah, il y a plusieurs marqueurs. En fait, déjà, il y a le contexte français et européen, de se dire: «Bon, bah, c'est super, on a pour moi, la grosse force du marché français, c'est d'être capable de lever de la dette, enfin, assez facilement finalement, c'est pas une barrière à l'entrée énorme. Lever de la dette et de lever de la dette pas chère à taux fixe en plus, faut pas l'oublier. C'est une chance qu'on a, il y a dans plein de pays, les taux sont variables, tu te fais, squeezer dans un système, très, très vite. Donc voilà, la grosse force du marché français et quelque part, c'est les taux bas et l'accès à la dette et les taux fixes. Donc ça, c'est super. Après, on connaît, enfin, on va pas épiloguer sur la situation économique, mais bon, on se dit: «Voilà, la France, quelle perspective économique?» Tu vois la dette du pays qui explose, tu vois les contraintes réglementaires, encadrement des loyers, taxes, enfin, toutes les contraintes de DPE et qui viennent avec et tu te dis à un moment donné, voilà, c'est super, c'est un bien il y a de très belles choses à faire en France. On l'a fait. Est-ce qu'on a envie là aussi, au même titre que les colocs, est-ce qu'on a envie de tout mettre là-dedans? Est-ce qu'on se dit pas à un moment donné, bon, est-ce qu'il y a pas autre chose à faire? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose d'un petit peu différent? De plus excitant aussi, hein, parce que, c'est un projet aussi de se dire: «Je vais aller investir à l'autre bout du monde». Ah bah, forcément, c'est quelque chose de très différent et donc voilà, je l'ai fait dans une logique de me dire qu'à moyen long terme, je voyais pas trop, enfin je voulais pas m'exposer trop aux risques, franco-européens, on va dire et en même temps, chercher de l'excitation à faire des trucs un petit peu différents. Donc chercher de la renta, mais en même temps en m'amusant et c'est en ça que j'ai commencé à regarder un petit peu à l'international et de toute façon, je savais qu'on resterait pas forcément en France, 20 ans non plus. Donc je me dis: «Voilà, finalement, c'est cool d'avoir des trucs à la maison, c'est bien d'avoir des trucs chez soi, on maîtrise le marché, on maîtrise un petit peu l'environnement, mais en même temps, voilà, comme de toute façon on rebougera, est-ce que ça vaut le coup finalement de tout avoir en France?» C'est ça le postulat de départ. Tu prends toujours la France comme ta maison ou, finalement maintenant tu es, Ouais, ouais, parce que quand tu bouges, États-Unis, Singapour, Chine, Hong Kong, bah, finalement, comme moi, j'ai connu pas mal de gens autour de moi dans ton cercle. Forcément, quand tu voyages, tu rencontres aussi beaucoup de gens qui voyagent et en fait, bon, ça se tasse au fil des années parce que généralement, tu finis par t'ancrer quelque part un peu plus longtemps, un peu plus de stabilité mais bah, tu as toujours besoin d'avoir un endroit, que tu appelles la maison, quoi. Je pense que c'est de te rattacher à quelque chose et oui, heu, moi, ma famille habite toujours dans la même région, je suis très content d'y aller, j'ai grandi là, voilà, donc je me rattache à ça avec grand plaisir. tu regrettes pas de pas voir tes parents? Parce que tu vois, par exemple, si tu les vois 2 fois par an, qu'ils ont encore 10 ans d'espérance de vie, en gros, tu vas les voir, 20 fois, quoi. Donc en fait, à chaque fois que tu sais, tu te dis, C'est un vrai sujet.
Typiquement, tu vois, ma sœur habitait à l'étranger encore jusqu'à l'année dernière. Elle habite maintenant à 1 heure de chez mes parents et elle les voit moins maintenant qu'elle les voyait avant. Mmh. Parce qu'en fait, bah, c'est un petit peu le syndrome de celui qui habite à 5 minutes du travail et qui est toujours en retard. C'est-à-dire qu'en fait, la proximité fait pas forcément que tu vois les gens plus souvent. Après moi, effectivement, j'ai appris dans le temps à, bah, du coup, à faire pas mal de visio avec mes parents, à les appeler à distance et tout. Mais finalement, entre, le fait que j'y aille de temps en temps, qu'eux viennent de temps en temps, que je sois, à Paris, à Hong Kong, à Bali ou à Boston, forcément, si j'étais à 20 minutes en voiture, j'irais manger le week-end et voilà. Mais j'ai pas forcément l'impression de beaucoup moins les voir que si j'étais à 1 heure de voiture de chez eux, quoi. Comment tu as fini par trouver Bali du coup? Qu'est-ce qui fait que tu fait qu'est-ce qui t'a fait aller à Bali? Alors plusieurs choses. Déjà, on y allait, historiquement. En étant à Singapour, c'est vrai que c'était pas loin, donc même en tant qu'étudiant, on patrouillait pas mal dans la zone. Asie du Sud-Est. Donc j'y vais depuis 2010-2011, à Bali et j'y en week-end, en vacances, j'y ai fait ma lune de miel, enfin on y allait historiquement, c'est un endroit dans lequel on aimait beaucoup aller. Pourquoi? Parce que, bah, j'adore la culture, j'adore les paysages, et puis surtout, on va reparler d'investissement après, c'est un endroit où tu peux faire construire des maisons, tu peux faire des villas. C'est pas un endroit où tu te dis, «J'achète un appartement dans un condominium», comme tu peux le faire, parfois en Thaïlande ou dans d'autres endroits et donc il y avait ce côté aussi, moins vertical, peut-être le fait que j'étais à Hong Kong, mais du coup très, voilà, à Bali, tu as pas alors ça change un petit peu dans certaines zones et tu as pas de grands édifices. C'est toujours capé à 3, 4, 5 étages maximum, donc finalement, c'est très plat et tu as beaucoup de maisons. Et donc ça m'intéressait. Ça, c'était le premier point. On va y revenir, mais là, le marché est très dynamique, donc au-delà de la culture, des paysages qui sont fantastiques, bah, tu pas vraiment de basse saison à Bali. Il y a des périodes un peu plus chargées que d'autres, mais tu as du monde toute l'année. Donc finalement, c'est un des rares endroits dans le monde, je pense, où tu as une demande locative qui est constante, où tu as pas vraiment de saison basse, voilà et puis le fait de se dire: «On fait une maison», bah, voilà, c'était un projet qui était cool. On y reviendra sans doute plus tard, mais tu quand même, c'est quand même un cadre juridique. Ça reste l'Indonésie, mais qui est quand même plutôt figé, plutôt clair, plutôt fluide. C'est pas non plus le Far West, comme tu peux le connaître dans certains pays quand tu fais l'acquisition d'un bien. Donc c'est plutôt cadré, les règles sont plutôt claires et puis en même temps, les prix d'entrée étaient pas délirants non plus. Donc voilà, tout ça combiné, l'excitation d'y aller très souvent et de connaître un peu l'endroit, la demande locative qui va avec, le fait que ça soit une maison et pas un appartement et puis du coup le ticket d'entrée pour y faire un investissement. Du coup, Benoît, comment on fait? Alors déjà, sachant que tu m'as envoyé la localisation de ta dernière villa que tu es en train de construire. Donc moi, je vais aller sur ton chantier, là, je suis en train de faire beaucoup de chantiers et je suis pas longtemps passé. Oui, j'en ai fait 2-3 autres avec des Français que j'ai rencontrés comme ça, et je vais aller voir ton chantier. Alors, moi, je vais investir à Bali aujourd'hui. Déjà, alors, donc toi, tu en as plusieurs. Donc là, en tout, tu en as 3, c'est ça? Voilà, je finis la Heu, troisième, tout à fait. Jules, tu en as 3. Là, par exemple, je veux investir aujourd'hui. C'est quoi ma première étape, si je veux investir à Bali? Alors, faut déjà, voir quel est ton projet à toi, parce que, comme dans l'immobilier, on le dit, que ça peut être aussi en France, il y a 15 000 façons de faire l'immobilier et il y a 15 000 marchés, il y a pas en fait, il y a plein de sous-marchés dans un même marché immobilier. Donc déjà, quel est le projet? Qu'est-ce que tu veux en tirer? Est-ce que c'est pour y habiter une partie de l'année? Est-ce que c'est purement pour de la location, Airbnb? Donc déjà, faut cadrer un petit peu le projet de départ. Après, donc en faisant ça, tu vas indirectement cibler une zone. Bah, là aussi à Bali, tu as de la zone urbaine, tu as de la zone plutôt côtière, tu as des zones plutôt reculées. Il y a du résidentiel, il y a vraiment, du locatif, touriste, pur. Donc là aussi, il y a en fonction de ton projet et en fonction de la zone que tu vas cibler, tu vas pas forcément être sur les mêmes dynamiques de marché. Une fois que tu as défini ça, bah, après il faut se mettre en chasse d'un terrain. Moi, je conseille pas d'acheter, après c'est aussi un conseil personnel, mais c'est vrai que je suis pas très excité d'acheter une maison sur plan, d'un développeur. Pourquoi? Parce que généralement, ça fait partie d'un complexe de villas. Évidemment, pour des questions de rentabilité, le développeur, il va construire, 15 ou 20 villas qui sont relativement similaires et donc ces projets sur plan, je suis pas un grand fan. Je suis plus fan de la maison individuelle. Déjà, je trouve le projet plus excitant. Donc trouver un terrain, ça veut dire trouver un terrain individuel, acheter une parcelle. Tu l'as peut-être mentionné dans certains de tes autres podcasts avec des personnes qui ont investi à Bali, mais à Bali, tu as le modèle du leasehold. Donc en fait, c'est de la location de terrain longue durée. Donc en fait, tu vas louer le terrain sur 25, 30, 35 ans.
Et donc en fait, c'est pas une propriété à vie, c'est pas une propriété définitive, mais ça permet d'avoir un coût d'entrée qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, il va falloir cibler un terrain, essayer de négocier les termes de ton contrat de location, de ton leasehold, te mettre en contact avec un constructeur, essayer de trouver des gens fiables. Il y en a, il y a des gens très fiables et des gens très bons à Bali. Il y a aussi des mauvais comme partout. Donc là aussi, faut se renseigner, faut croiser les infos, il faut arriver à travailler avec les bonnes personnes. Et puis l'avantage de Bali, c'est malgré qu'il y ait des contraintes de construction en hauteur, il y a pas vraiment de PLU. Ça aussi, c'est excitant. Ça veut dire que d'un point de vue design, bah, tout est possible. Donc l'idée, c'est aussi voilà, d'aller sur un design de construction un petit peu, bah, qui te correspond, et tu as beaucoup de souplesse par rapport à ça. Tu peux vraiment faire le projet de tes rêves quelque part. Tu as beaucoup moins de souplesse en France, qu'à Bali sur ces questions-là. Et donc voilà, tu peux vraiment faire un projet qui te correspond en termes de surface, en termes de design, en termes d'agencement, et donc voilà. Et après, c'est parti pour 12-15 mois de construction. Avant d'entrer dans tes chiffres concrets, là, par exemple, je veux faire un projet à Bali. Alors, il y a des enjeux quand même d'argent, parce qu'il faut quand même réussir à envoyer l'argent, hein. Donc, la plupart des Français que je rencontre, en fait, ils ramènent des mallettes d'argent, à coût de 10 000 balles, à chaque fois qu'ils se transportent. Je sais pas si tu veux me dire, toi, que tu as fait? Non. Voilà. Bah, surtout que toi, tu étais à Hong Kong, donc peut-être que tu as, enfin bon, bref. Mais en gros, c'est un peu ça la technique, pour les Français. Ils viennent avec des potes et chacun reprend 10 000 balles ou un peu plus, en avion, et du coup, bon, bah, tu es à 10 potes, tu as 100 000 balles, quoi, et hop, et tu refais, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais, parce qu'effectivement, tu payes ton terrain. Donc le terrain, c'est généralement entre 20 et 40 000 €. Après, ça varie d'où c'est, mais c'est un petit investissement pour le terrain. Ouais, Donc enfin «petit» entre guillemets, et après tu peux payer au fur et à mesure du temps que ta villa se c'est construit. ça. Tu payes à l'avancement la construction. Donc tu peux Ouais, revenir, les donc c'est par phase, les fondations, les murs, le plafond, le placo, la piscine, le jardin. Donc en fait, tu payes à l'avancement, quoi. Autre élément, là, par exemple, du coup, je veux faire donc ce qui marche, j'ai l'impression, assez bien comme produit aujourd'hui sur le marché, parce que le marché a aussi évolué. Quand tu as commencé, il y avait personne. C'est aussi les problématiques sur, je sais pas si Il y avait du monde, mais sur les zones dans lesquelles j'étais, moins. Moins moins qu'aujourd'hui. moins qu'aujourd'hui. Voilà, ce que je veux, ah oui, pardon, quand je dis, il y avait personne, c'est qu'aujourd'hui, Bali, tout est en train de se faire construire, là. Donc il y a des villas qui arrivent partout. Si on repense au colloque, que tu as effectué à Grenoble, il devait pas y en avoir autant que ça quand tu as commencé. Aujourd'hui, ça se trouve, il y en a beaucoup plus. Ouais. Donc Roubaix, par exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de colloques pour des feuilles à Roubaix. On faisait, un cash dedans. Là, maintenant, j'emmène plus personne faire des colloques à Roubaix parce qu'avec le temps, ça s'est un peu tassé. Tu vas pas avoir des méga rentas qu'on avait. Donc là, on retourne sur des immeubles, tu vois, par exemple. Hem, à Bali, là, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est, créer une villa très rentable, du coup, 2 chambres, indépendantes. Enfin, tu me diras si c'est bon dans le modèle. 2 chambres indépendantes, villa très rentable, du coup, avec piscine. C'est un peu là où je suis, en ce moment. Là, Alors, voilà, donc moi si alors, pour revenir sur le point précédent, effectivement, le financement est une vraie question à Bali, parce que tu as pas de pour clôturer sur ce point-là, il faut du cash, enfin, il faut être capable d'avoir un apport très conséquent. Tu peux soit faire comme je l'ai fait moi, un prêt personnel en France, donc un prêt à la consommation finalement, moi j'avais levé 50 000 € par projet, ce qui me permettait de mettre moins de cash. Les taux sont un peu plus élevés, mais finalement ça me faisait un apport. Soit il faut être propriétaire d'un bien, ça à 100 payé, l'hypothéquer et trouver la banque qui accepte de te suivre donc déjà, il y a une vraie question de financement, et donc indirectement, ça va aussi conditionner le projet que tu vas faire. Parce qu'effectivement, bah, entre un projet à 150 000, 200 000 €, 250 000 € et un projet à 400, 500, 600 000 €, bah, c'est pas du tout les mêmes types de villas que tu vas faire et pas du tout le même type de projet. Si tu avais un ticket d'entrée, parce que villa de chambre, tu vas être sur un 200 000 € si on arrondit les choses. Pour moi, il faut aller sur une villa de chambre particulièrement, il faut aller dans des zones qui sont encore assez peu exploitées. Parce que si tu te retrouves dans des zones qui sont déjà très ou soit en plein boom, soit en construction, tu vas te retrouver en compétition avec énormément de monde, et sur une 2 chambres, en fait, très vite les prix vont dégrader parce que tu vas aussi te retrouver indirectement en compétition avec des appartements dans des immeubles, ou enfin, il y a pas mal de choses qui sont à Bali aujourd'hui. Il y a des condominiums qui commencent à sortir de terre, il y a beaucoup de villas. Donc si ça serait sur une très grosse villa, 4, 5 chambres, je dirais même une zone aujourd'hui, très prisée, il y a encore un potentiel pour aller chercher de la renta. Mais sur des plus petites villas, j'irais soit dans des zones type 6 domaines qui sont encore, peu exploitées, sur lesquelles il y a un vrai potentiel, une vraie beauté, naturelle, et beaucoup de choses à faire. Soit sur des îles type Nusa Lembongan,
Bon, Gili, c'est Lombok, c'est un petit peu différent. Mais voilà, je ciblerai des zones qui sont un petit peu moins tendues et un petit peu moins, qui souffrent un petit peu moins du boom actuel. Donc là, par exemple, donc tu dis, 6 domaines, c'est alors je sais même pas où c'est vers où? C'est dans le nord de donc Bali, Et c'est, ouais, c'est à l'est d'Ubud, en fait. c'est à l'est du Voilà, tu es sur la côte est, tu es pas sur la côte ouest que l'on connaît, Canggu, Pererenan, Seminyak. Tu passes de ouais, tu restes dans les terres, et c'est une destination, en fait, que tu vois de plus en plus apparaître dans les itinéraires des touristes. Ça OK, comme Ubud l'est, comme, tout le monde passe à Ubud. ouais. Ubud, bah, c'est le point de passage, culturel où tu vas passer Pour ce forcément quelques nuits et je vois de plus en plus ces domaines apparaître dans les itinéraires des voyageurs et c'est une zone, très naturelle. Alors évidemment, il faut essayer de le protéger, ça aussi. Faut pas c'est pour ça que moi je fais toujours des projets, à taille humaine. Je suis pas là pour mettre, une villa horrible et de 6 étages au milieu des rizières, donc toujours essayer de trouver aussi des designs qui rentrent bien dans un environnement naturel, mais aller dans des zones qui sont voilà. Alors tu as d'autres problématiques dans ces zones-là parce que du coup, on n'en a pas parlé, on pourra en parler pendant des heures, c'est pas l'objet du podcast, mais tu as des enjeux de quand tu achètes un terrain, tu as quand même des enjeux de ce qu'on appelle de zoning et de zones. Il y a quand même un espèce de cadastre qui définit, quand même un certain nombre de règles de ce que tu peux faire ou de ce que tu peux pas faire sur ces terrains et je sais que sur ces domaines, tu as quand même plus de contraintes que dans d'autres zones parce que c'est une zone évidemment très naturelle et qui souhaite un petit peu protéger. Donc voilà, c'est un petit peu plus tactique, en termes de cadastre de terrain et de ce que tu peux faire sur tes terrains. Mais c'est clairement dans ce genre de zone que j'irai parce que c'est là pour moi où tu vas avoir les coûts de terrain les moins élevés et la renta, le ratio compétition renta le plus intéressant. pour ceux qui nous écoutent, quand vous arrivez du coup à Bali, généralement vous arrivez à Denpasar aujourd'hui. Il y a un deuxième aéroport, qui, normalement va sortir, sur l'île. Denpasar, c'est voilà, dans le nord. Du coup, Denpasar, c'est, plutôt au sud. Au sud de Denpasar, vous avez une presqu'île hein, qui est magnifique, qui s'appelle Uluwatu. C'est excessivement cher de louer là-bas, qui est très, végétal, mais vous êtes moins dans la dynamique de la ville et après la plupart de ceux que vous voyez aller à Bali, ils vont en gros à gauche, donc, à l'ouest de Denpasar. Ils remontent la côte et là, il y a là où je suis aujourd'hui, donc, attends, comment ça se dit Kangoo, c'est ça? Canggu, Ferrero, Voilà, CC, voilà, là tu remontes le long de la côte. donc tu remontes le long de la côte et c'est là où il y a, bah, les digital nomades généralement sont dans ce coin-là et cetera et après il y a tout le monde m'avait parlé de la phase vraiment nord, est, qu'il a vers, Schulik ou vers les plages là-bas, vers, Amloupora. Bon, je sais pas si tu, Ouais. Ah et là toutes les zones, on va dire, qui sont moins connues aujourd'hui, puisqu'en fait, pour aller de Denpasar au Canggu jusqu'au nord, il y a quand même quelques heures de transport. Donc c'est pas les zones les plus même bien qu'il y ait des touristes qui tournent sur Bali, c'est pas les zones aujourd'hui qui sont les plus demandées. Et donc il y a le projet de construire un aéroport dans le nord de Bali pour désengorger, Denpasar qui est un aéroport complètement saturé et aussi permettre au nord de l'île de rééquilibrer un petit peu le développement entre le sud et le nord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des développements se sont concentrés sur la partie plutôt basse de l'île et pas la partie haute. Voilà. Donc c'est le projet. quand vous êtes, alors moi pour l'avoir vécu, je m'étais dit que j'allais partir de Denpasar et aller au nord de l'île en scooter. Franchement, si vous faites ça, alors déjà prévoyez d'avoir un masque anti-pollution, un K-way et prévoyez de vos vêtements. J'étais parti blanc, je suis revenu, j'étais plus très blanc quoi, avec les pots d'échappement des voitures et le trafic. Il faut se rendre compte qu'on n'a pas la même sensation de sécurité ici quand on est sur c'est un gros sujet en fait, à Bali. Pourquoi des gens ont des scooters? Parce qu'en fait tout est engorgé et il faut réussir à s'imposer. Enfin, c'est un autre style de vie, il faut l'apprendre. Du coup, effectivement, je comprends. Et plus on remonte du coup vers, le nord, est, plus on remonte vers le nord-est, moins il y a de blanc. En fait, il y en a quasiment plus. Il y a un moment, parce que quand vous êtes à voilà, quand vous êtes à Denpasar, vous avez énormément vous sortez partout, vous avez, des digital nomades, des gens qui habitent ici et cetera. Vous avez, un peu de tout. Par contre, quand vous montez effectivement vers le nord-ouest, vous vous rendez compte qu'en fait, à un moment, vous regardez par la fenêtre et moi, ça m'a redonné les impressions du Kenya, quand j'y habitais. C'est que je regardais, en fait, j'étais le seul, occidental, quoi. Ici, quand on arrive à Denpasar, on n'est clairement pas le seul. On a l'impression d'être, on pourrait être à la limite, on pourrait être en France, hein. On pourrait être en France dans Ouais, il y a 20 millions de touristes par an et je crois il y a 200 000 résidents, 200 000 résidents étrangers à Bali, donc officiellement. Donc voilà, forcément dans les zones les plus, internationalisées, on va le dire comme ça, forcément il y a un ratio qui est voilà. Mais c'est sûr que dès qu'on sort dans des villages ou dans des terres, beaucoup moins, touristiques, on va dire, forcément on tombe tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus local. Voilà.
Ça fait aussi la beauté de Bali. C'est qu'on peut Ouais. s'éclater dans des endroits, magnifiques où finalement on croise assez peu d'étrangers. Alors surtout qu'on l'a pas dit, mais Bali ça coûte, alors je sais pas quelle est ta vision de combien ça coûte de moins? Alors, ça dépend parce que quand on loue des villas un peu sympas, effectivement il faut du budget et c'est comme ça aussi que toi ça tu fais la rentabilité. Mais sinon Bali ça coûte, je sais pas combien de fois moins cher que la France et surtout pour un service. Il y a des moments en fait, on se rend compte, heu, en fait moi c'est assez marrant parce que je vis à peu près de la même façon qu'en France, sauf que, parce que je peux me le permettre en France. Mais je comprends que les gens qui n'ont pas les moyens en fait ils découvrent un niveau de vie qui est inaccessible en France pour eux parce que enfin, tu vois, bah, tu un massage, c'est 10 €, un bon après sur un autre truc, c'est 100 € le Alors massage. alors, je sais pas si on en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense que tu as le budget du touriste et après, tu as le budget pour y vivre et y vivre en famille ou y vivre seul. Et c'est des voilà. Mais en tout cas, pour en revenir sur l'investissement, c'est un marché qui est hyper dynamique, mais qui est très mouvant. Les zones évoluent beaucoup, donc la tendance d'hier n'est pas la tendance de demain. Donc voilà, c'est compliqué. En même temps, tu peux faire aujourd'hui, un projet dans une zone déjà hyper développée, mais ça va te coûter très cher et je suis pas sûr que la renta soit dingue. Parce qu'il y a beaucoup de compétition. Donc il faut essayer d'être un peu tactique, un peu malin. C'est comme tout, je pense qu'il faut être curieux, il faut se renseigner, il faut parler à 15-20 personnes, croiser un peu les infos. Se faire une vérité du terrain sans pour autant être un expert et y habiter depuis 20 ans. Mais clairement, pour moi, le prix d'entrée du projet est hyper important. Parce que je suis pas sûr qu'à Bali, enfin moi j'ai pas encore revendu pour le coup mes biens, mais autant il y a une super renta locative, je suis pas sûr que tu fasses une énorme culbute à la revente parce que comme tu es dans un système de leasehold, finalement tu ne revends que la durée restante de ton lease. Et forcément, plus les années passent, plus ta durée se réduit, plus ton bien entre guillemets, alors se dévalorise peut-être pas trop, mais la valeur n'augmente pas. Donc la renta, elle se fait vraiment sur la partie locative et pas forcément à la revente. Donc il faut vraiment pour moi avoir un point d'entrée, voilà, il faut être très intelligent sur son point d'entrée. Tu peux faire un projet à 400 000 €, dans une zone dense, mais qu'est-ce que tu vas vraiment en tirer à la fin? La renta sera pas forcément dingue dingue, quoi. Donc voilà, le prix du projet et donc la zone qui en découle, donc c'est là où il faut être tactique. Il faut aller, je pense, dans des zones qui sont un petit peu moins pour moi, j'irais si j'avais un projet là, demain à faire, j'irais sur, du Nusa Lembogane qui est une île un petit peu sympathique, mais pas trop encore trop connue, mais qui a un beau potentiel, qui est à 1 heure 45 minutes, 1 heure de bateau de Bali et Silomene qui est vraiment une région fantastique, magnifique. Je pense que tout le monde aimerait voir, vraiment luxuriante, la jungle, les rizières à perte de vue. Et dans cette zone-là, alors un petit peu des contraintes, comme je disais, de construction, faut faire attention, Ouais. mais un potentiel de location, à la nuitée avec un prix d'entrée, un bon ratio. Je peux donner les chiffres, tu me les as partagés. Je peux donner un peu les chiffres, donc ta première villa, elle est à Pérérénan, PRNN, mal. oui. Mmh. 40 000 € sur le terrain, de 30 ans, donc 90 000 € pour la construction, 20 Ouais, 000 € de déco d'ameublement et 10 000 € de la société permis de construire, donc de FIS. 160 000 € de budget en totalité. ouais, À combien tu arrives à la louer celle-ci? Est-ce que tu es bien rempli? Est-ce que tu arrives à bien la louer? ouais. Alors c'est une 2 chambres, donc c'est pas le projet que je referai. Parce qu'en fait, quand tu démarres, tu sais pas où tu mets les pieds et 160 000 €, c'est quand même un petit peu d'argent. C'est pas des budgets pharaoniques, c'est un petit peu d'argent et donc tu as pas envie de cramer ce cash-là, donc tu démarres sur un projet modeste. Mais en fait, tes coûts fixes et tes coûts d'opération sont beaucoup plus difficiles à avaler sur une villa de chambre que sur une villa, plus importante. Donc c'est la villa, c'est vrai que moi j'ai des chiffres combinés maintenant parce que je regarde mes rapports avec mes 2 villas Mmh. et ça me c'est un tiers de ma rentabilité. Mon autre villa qui fait 3 chambres me rapporte les 2 tiers de ma rentabilité. Donc tu vois, le fait d'avoir une chambre de plus et un multiplicateur de renta, donc sur une 2 chambres, en net, 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 après avoir payé les taxes, le staff, les commissions, tout ce qui va bien, je dirais que je dégage, 3 000, entre 2 500 et 3 000 € par mois pour un investissement Yes, de 160 000 €. c'est ça. Si parce que là tu m'avais donné, moi je sèche un peu parce que je fais des calculs en même temps, tu m'as donné tes chiffres. Si tu es à 30 pour celle-ci, en totalité tu fais 7 000 €. Donc si tu es à Mmh. 30 sur celle-ci, tu es dans les 2 100. Après ouais, c'est plutôt ça ou plutôt 3 000? Peut-être que c'est, Ouais, c'est ça, 2 500, ouais. 2 500, 3 500? 000. Mmh. OK. Là-dessus, du coup tu es loué sur, Airbnb? Ouais, quasiment et à Bali, c'est 95 des réservations qui sont via Airbnb. Ça fait combien de temps que tu l'as du coup? C'était durant le covid, donc ça fait 4 ans? 4 ans qu'elle est en exploitation, ouais. J'ai acheté Heu, j'ai commencé à construire il y a 5 ans et elle est en exploitation depuis 4 ans. J'ai un du coup de
Tu as beaucoup de problèmes, parce que les constructions ici, alors moi, du coup, en allant sur les chantiers, je vois comment ils font du béton. Je vois qu'en fait, bon, il y a quand même des sujets, hein. Même quand on passe par un contracteur, ils ont pas la même, enfin, en gros, nous, on a quand même normalement, on sait à peu près bien faire les choses. Enfin, ça pense à des bonnes équipes en France et du coup, ici, il y a, enfin, tu vois, ça coûte beaucoup moins cher la construction, mais il y a quand même un besoin de vérifier ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu as eu des problématiques de villa qui se maintient pas bien ou tout va bien? Non, non, après c'est le climat tropical, c'est la chaleur, c'est l'humidité, c'est les périodes de pluie, fortes qui font que ta villa, elle souffre forcément dans le temps. Donc tous les ans, bah, d'ailleurs, je profite d'y aller en vacances à titre personnel pour aller faire un petit peu la maintenance annuelle, donc de bloquer la vie parce que le challenge, c'est qu'elle est tout le temps en fait, elle est tout le temps louée, donc c'est très difficile de faire de la maintenance. Donc il faut bloquer des nuits et fait que si tu le fais, bah, sur du calendrier ouvert, bah, ça te bouffe ta renta. Donc j'essaye d'y aller, je reste 2 semaines par an dans chacune de mes villas et donc j'en profite à titre personnel et je coordonne la maintenance et je m'assure qu'on la remette tous les ans à un top niveau. Donc pendant 2 semaines, bah, ils vont faire un peu de peinture, ils vont regarder un peu la plomberie, ils vont, changer quelques tuiles sur le toit, voilà. On va profiter en fait de ces 2 semaines de vacances où j'y suis pour placer un petit coup de booster sur la maintenance et après tu repars mais je le vois parce qu'en fait dans les reviews Airbnb, heu, voilà, ça demande c'est un business, ça demande une maintenance, régulière, mais après elles sont toujours en très, très bon état et elles vivent bien, mais il faut s'en occuper. Voilà, il faut s'en occuper. Mmh. Tu as 3 chambres et la Ubud, Ouais. 35 000 € pour le terrain sur 30 ans, 120 000 € pour la construction, 20 000 € pour l'abonnement, la déco, 5 000 € pour le permis de construire, 180 000 € en totalité et d'après si on fait ton ratio par rapport à l'autre, en rentabilité net, après impôt, tu vas te retrouver donc 7, 6, 5 du 5 000 €, 4 500, Ouais, 4 000 € à 4 TLC. 500, 4 500, ouais, ouais, tout à fait. Et là, ce que tu me disais, c'est là, tu as fait une 3 chambres, donc c'est plus conséquent. 3 chambres, ça doit faire beaucoup de superficie quand même, parce qu'une chambre, pour qu'on se rende compte un peu du standing, c'est des chambres qui font, ouais, 20-30 mètres carrés, quoi, avec la salle de bain, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est aussi pas l'intérêt d'aller dans des zones, ça rejoint aussi le sujet d'avant, d'aller dans des zones peut-être un peu moins tendues, parce que tu arrives aussi à avoir des terrains donc moins chers et donc tu peux te payer des terrains plus grands. C'est aussi un petit peu l'effet domino, parce que si tu vas dans une zone hyper tendue, bah, forcément le prix du mètre carré est beaucoup plus élevé, donc tu vas te porter vers des terrains beaucoup plus petits. Tu le verras si tu passes sur mon chantier, à Oumanas, qui est une zone très résidentielle sur lesquelles, bah, voilà, c'est très urbanisé, donc forcément tu achètes des terrains plus petits, donc par effet de ricochet, tu as aussi une superficie, soit tu es obligé de monter en hauteur, de faire plusieurs étages, mais en tout cas une villa de plein pied, tu as beaucoup plus de difficultés à la faire dans une zone enfin, c'est beaucoup moins intéressant de la faire sur une zone urbanisée que sur une zone où en fait tu peux te payer, un terrain beaucoup Mmh. plus grand, parce que le prix au mètre carré. Donc voilà, donc par rapport à ça, moi j'avais fait le choix d'aller dans des zones, où il y avait de l'espace, parce que déjà je suis très nature, j'aime la vue rizière ou la vue jungle et je voulais que ça soit enfin pour moi Bali c'est ça, Bali c'est pas la ville. Donc forcément je cherchais quelque chose d'un peu plus nature, et je pense qu'à la location aussi, en fait, tu élimines un petit peu la compétition en faisant ça. Parce que tu as beaucoup de villas aujourd'hui qui n'ont pas de jardin. Bah, moi, je suis Mmh. content d'avoir un grand espace de gazon avec, des palmiers et des plantes luxuriantes au bout du jardin. Ça donne quand même un cachet différent à ta villa et quand tu la mets en loc, bah, les gens qui viennent en vacances, en famille ou entre amis, bah, ils préfèrent avoir un bout de jardin que d'être squeezés dans un endroit quasiment exclusivement bétonné. Donc quelque part, c'est un petit peu un effet domino là-dessus. C'est-à-dire que tu vas dans des zones moins tendues, donc tu as moins de compétition, mais en même temps, tu peux te payer des biens, un petit peu plus quali et l'expérience du guest, en est aussi récompensée, quoi. Donc c'est un petit peu, tu vois sans doute ce que je veux dire. Mmh. Du coup, Benoît, il nous reste, 3-4 minutes, parce qu'après Ouais. on a tous les 2 des obligations, on a même un peu débordé. Je te remercie, d'avoir un petit peu débordé. Parce que, du coup, je vais te poser des questions vraiment directes parce qu'il y a plein d'autres trucs que tu as racontés. Du coup, là, les villas que tu as construites, tu penses que si tu les revends, tu sais pas si tu vas gagner de l'argent concrètement en faisant, Si, parce que moi j'ai eu un point d'entrée très bas, donc je vais gagner de l'argent, mais après, bah, voilà, tu as des taxes à la revente aussi, c'est taxé, donc voilà, je j'ai pas dans ma modélisation financière, en tout cas, j'ai pas prévu de faire une énorme plus-value. Mais sans doute, 15-20 quand même, mais pas voilà, ça fera pas x2, comme on peut te l'annoncer des fois sur certains marchés, quoi. ouais, tes revenus de 7 000 €, ils sont non déclarés en France et sur un compte, Non, non, j'y de suis Visa très ou? moi je suis non, je fais les choses carré, donc j'ai en fait, j'ai créé une société, qui est ce qu'on appelle une PT-PMA, qui est une société locale, où j'ai pas je suis seul avec mon épouse dedans, qui collecte les revenus, qui paye ses taxes, via, l'impôt sur les sociétés et en fait, je réinvestis cet argent en Indonésie. Je ne le sors pas. Ah, Il est encapsulé dans une société, 100 indonésienne qui réinvestit ses bénéfices en Indonésie. super. Est-ce que Bali, c'est toujours bien? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'y aller, encore aujourd'hui?
Pour, construire, pour, Ouais, ouais, construire, ouais. ouais, ouais, je pense, mais comme, dans tout marché, il faut être, faut avoir un projet, un petit peu réfléchi, il faut travailler avec des gens de confiance et il faut cibler des zones à potentiel. J'irai pas dans des zones, ultra-urbaines ou alors c'est pour y habiter, comme je le fais sur mon dernier projet potentiellement, mais voilà, j'ai en tout cas, pour du locatif, j'irai dans des zones, un petit peu moins prisées. Tu as aussi un investissement à Tulum. Alors, où est-ce que c'est et qu'est-ce que tu as fait et combien tu gagnes? Donc Tulum, à côté de Cancun, dans la région du Yucatan, la mer des Caraïbes. J'ai décidé de me diversifier en quelques mots, de faire quelque chose d'un petit peu différent là encore, de me dire: «Bah, Bali c'est cool, mais voilà, il peut y avoir aussi d'autres aléas». Et puis on est sur du leasehold, donc c'est pas de la propriété non plus, enfin voilà, c'est un modèle qui est différent, comme on le disait tout à l'heure. Donc l'avantage du Mexique, c'est que tu peux détenir, le bien, bah, entre guillemets «à vie». Donc tu as une nature de détention qui est un peu différente. Tu es très proche des États-Unis et du Canada, donc forcément tu as, bah, voilà, tu as pas mal de touristes, qui viennent de ces régions-là, qui ont un fort pouvoir d'achat. Et surtout Tulum, bah, en fait, pendant le covid, c'est un des seuls endroits ouverts au monde. Donc beaucoup de gens y sont allés, il y a eu beaucoup de buzz autour de Tulum. Moi, j'ai décidé d'y faire une maison également, parce qu'il y avait aussi un petit peu l'engouement du condominium et du fameux produit d'appel, studio ou appartement, une chambre. Et ça, malheureusement, pour ceux qui l'ont fait, je pense que c'est pas un très bon investissement parce qu'il y a des milliers d'appartements qui sont arrivés sur le marché et donc il va falloir un certain temps pour le marché pour les absorber, entre l'offre et la demande. Moi, j'ai décidé d'aller sur une maison, il y a beaucoup moins de maisons et je pense qu'il y a pas mal de groupes de potes ou de familles qui vont voyager sur Tulum. Il y a un nouvel aéroport, il y a le train Maya qui maintenant dessert toute la région, toute la province du Yucatan. Il y a un très gros potentiel sur Tulum. L'investissement un peu plus élevé, pas les mêmes coûts qu'à Bali, c'est un petit peu plus cher, on est sur un 350 000 € tout compris, entre le terrain, mais en même temps, on est sur une propriété, à vie, donc forcément le terrain est plus cher, les coûts de construction sont un peu plus chers. Et je pense que contrairement à Bali, la renta sera moins bonne parce qu'il y a une vraie saisonnalité, il y a une vraie saison haute, il y a une vraie saison basse et donc tu vas faire un peu d'argent pendant la saison haute, mais tu vas être sans doute beaucoup moins, beaucoup plus, les revenus vont être beaucoup moins importants sur la saison basse. Donc je pense qu'in fine, ça sera moins rentable, mais ça me permet de me diversifier. Il nous reste 1 minute. En Ouais. une question, qu'est-ce qui t'a fait, dire que là, c'est bon? Déjà, tu as combien de cash flow, globalement? Et qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est OK maintenant de partir à Bali et de t'arrêter de bosser, cette année? Ouais, bah, c'est un projet personnel et effectivement un confort financier qui me le permet. Moi, je vis, comme je pense pas mal de gens dans ta communauté, finalement assez modestement, assez normalement. Enfin, j'essaie de maintenir un niveau de vie qui soit, bien en dessous en tout cas de mes revenus. Donc je me fais plaisir parce que mes revenus augmentent au fil du temps, mais je reste, très modeste par rapport à mes revenus, on va dire. Et donc voilà, aujourd'hui, je peux entre guillemets «me payer le luxe» de me dire, je ne sais pas encore quels sont mes projets professionnels de demain, mais en tout cas, mon cash flow me permet de me dire: «Je suis serein par rapport à ma direction» et d'autant plus que j'y vais pas tout seul, mais j'y vais en famille, que mon épouse ne travaille pas, que j'ai quand même une petite fille, avec nous. Donc je peux pas non plus faire n'importe quoi. Je suis assez réfléchi là-dessus et donc voilà, je veux pas embarquer ma famille dans un traquenard, puisque je porte quand même les projets sur moi et donc par rapport à ça, voilà, me dire qu'on est confortable, on va avoir de quoi faire des beaux projets, mais en même temps, voilà, on a la possibilité d'avoir un train de vie et des revenus qui nous permettent d'assumer ce projet-là. Tu es à combien de cash flow, de revenus aujourd'hui? Ou tu es à 10-20 000 quand ça va bien? Ouais, ouais, j'ai même pas les chiffres, parce que je vis sans doute entre, 3 et 4 000 € par mois. Donc voilà, j'investis à peu près tout ce qui rentre. Donc le cash flow, il ressort très vite sur des projets. Donc je pourrais pas te dire, mais sans doute oui, entre 10 et 20 000 €. Donc quand bien même je dépenserai 3 000 € à Bali ou 4 000 € à Bali, parce que je te le disais tout à l'heure, on rentrera pas dans le détail, mais le coût de la vie, en tant que résident, le visa, l'assurance santé, l'école internationale, bah, ça fait quand même un budget. Donc voilà, quand bien même je dépenserais 3 000 € à Bali pour être large, voilà, je serais suffisamment, confortable pour continuer à faire des projets excitants, sur place ou aux 4 coins du monde. Voilà. Benoît, je pense que je vais te proposer, si tu as le temps et si tu veux, de faire un deuxième épisode parce qu'il y a trop de sujets que je veux aborder avec toi. Là, on hésite un, on a tous les 2 un appel qui commence dans 1 minute. Ouais. C'est super. Je pense que je vais te proposer de faire un deuxième épisode justement pour parler de ça, du coût de la vie, comment ça se passe? Parce que tu vois, moi, je me pose des questions. Franchement, pareil, les mêmes questions que toi. Alors là, en ce moment, je suis est-ce que je reste en France? Parce que c'est quand même là où je fais du business. Est-ce que je vais, pourquoi pas, je suis pas allé en Russie, mais ma copine veut qu'on aille habiter en Russie, donc je vais aller voir ce que ça donne. À Bali, moi, j'adore, tu vois? Donc Oui. j'aimerais bien continuer à creuser ces questions et je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui se lancent parce qu'au début, on ne sait pas et toi, tu as fait tout l'exercice. Du coup, tu vas pouvoir, nous donner tout ça.
Bah, écoute, avec grand plaisir. Eh ben, avec grand plaisir. Du coup, Benoît, je te dis à très vite. Je te renvoie un petit message et on s'organise un 2e moment pour continuer cet épisode. Super, bonne journée à toi. À très vite. Merci, à plus. Salut. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Laura, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.